Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver comme à chaque fois à la bonne heure de 15 heures à 16 heures sur Canal Algérie avec beaucoup d'invités, beaucoup de thématiques et aujourd'hui spécialement une thématique très intéressante qui va nous changer, j'ai envie de dire, notre quotidien. En tout cas, on va parler de jeux de société et oui, ça existe encore, ce qui nous permet justement de passer de bons moments en famille ou entre amis, loin des écrans, des téléphones ou encore des tablettes. Eh bien, notre invitée, c'est ce qu'elle nous propose cet après-midi. Il s'agit de Zahra Ami Moussa qui a justement créé un jeu de société. Je l'ai là entre les mains. Il s'agit du jeu Shkoun Ana. Eh bien, le pourquoi du comment, c'est tout de suite dans cette émission. Ne ratez pas cela. En tout cas, un très beau jeu à vous proposer tout au long de cette émission. Et puis, vous vous êtes maintenant habitués aux rubriques du mercredi après-midi. Pardon. Wahida Salem Shrif pour la rubrique Le saviez-vous? Yasmina Sari, bien évidemment. Aujourd'hui, elle aura double temps. Allez, on va dire, puisque aujourd'hui, elle va nous proposer aussi sa rubrique Inspiration Habitat. Eh bien, on verra de quoi il s'agit cet après-midi. Et l'instant littéraire est également au programme de l'émission avec Faisal Bayoud. Yawm al-Ilm, en tout cas, je pense que les thématiques vont être un petit peu en rapport avec cette date très importante. Et c'est pour ça que vous devez rester avec nous tout au long de cette émission. Voilà donc le programme de la musique, bien évidemment, pour accueillir tout ce beau monde. Et on revient juste après, à tout de suite. مهما توصل لي والرضا فوق سبحان اجعلها يا الله ما بيننا صلحا وما عملت وما صدر مني يا سيدي استغفر الله عما مضى مني يا روحي ارجعي لله ارجعي لله هو يصب
ça parle beaucoup, hein. Là, en début d'émission, franchement, le jeu est très intéressant. Donc, mais on a quand même pu apprécier la chanson et j'espère que vous aussi. Donc voilà, je vais accueillir bien évidemment les invités de cet après-midi. Allez commencer avec Zahra Hammi Moussa. Bienvenue. Merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Franchement, une bonne ambiance déjà. Ça démarre bien. Très bonne ambiance. Donc j'imagine, si on a ce jeu à la maison, en famille, franchement, ça va le faire, n'est-ce pas les filles? Oh que oui. Moi, je l'achète à la sortie. Très bien. Ça va? Comment ça va les filles? Wahida, Yasmine. Très bien. Depuis hier, ça va? Super. Eh ben, en tout cas, contente de vous retrouver. Et puis, Faisal s'est joint à nous pour la rubrique littéraire. Comment ça va, Faisal? Ça va, merci. Et toi, Lilia? Prêt pour le retour, le départ de l'émission? Très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, vu que ta rubrique coïncide avec cette date qui est très importante, celle de Yaoum el-Ilm, le 16 avril, je pense qu'on va te donner la parole en premier pour voir justement de quoi tu vas nous parler cet après-midi. Il y a le jingle du côté de la régie? Allez, merci. Donc justement, avant de commencer, on va présenter un petit peu la rubrique à notre invité. Donc c'est l'instant littéraire. Donc Faisal nous propose des lectures ou alors, en tout cas, traite des thèmes en rapport bien évidemment avec la littérature. Et on vous invite à apprécier, à découvrir cette rubrique avec nous, parce qu'à chaque fois, on découvre justement le choix de Faisal ensemble. Allez, de quoi il s'agit, Faisal? Alors aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, comme c'est le 16 avril, donc ce sera en rapport avec le jour du savoir, donc Yaoum el-Ilm, donc qui est donc en hommage à Abdelhamid Ben Badis, bien évidemment. Mais bon, alors on va parler bien évidemment de Abdelhamid Ben Badis, de comment justement est né le 16 avril. Mais avant tout, j'aimerais vous emmener dans un petit voyage à travers les différentes époques où on va justement découvrir quelques personnages qui sont liés justement au savoir de façon générale. Super. Alors, attends, avant de commencer, les filles, qui n'a pas fait un exposé sur Ibn Badis le 16 avril? Les noms, mais non, bête. Voilà. C'est ça. Donc, on est tous d'accord, on est tous d'accord. Et puis, ce qui était bien l'idée, c'est que nous, on n'avait pas accès à la technologie, donc on devait... Pas du tout. Pas du tout. Essayer de découper. En fait, on préparait le Baht Hadak bien à l'avance. C'était 3 mois avant. Essayer de traduire certains... Oui, on partait justement les bibliothèques des établissements, des primaires ou chez la famille. Pour récupérer la photo. On demandait... Oui, c'est vrai que Baht, on le préparait 3 mois avant. On nous donnait justement ce travail pour qu'il soit prêt le 16 avril. Et puis, il fallait savoir répondre aux questions parce qu'une fois qu'on allait l'exposer, il fallait vraiment répondre aux questions du professeur. C'est vrai. Voilà. Ce n'était pas les parents qui avaient fait l'exposé. Exactement. Quelqu'un d'autre qui l'avait fait à notre place, des camarades aussi. En tout cas, de beaux moments qu'on a passé avec l'Allama Ibn Badis. Voilà, tout à fait. Alors, on va commencer donc aux environs du 2e siècle. Donc, on est donc à Mador à l'époque. Donc c'est près de l'actuel Sougaras. Et donc, il y a un homme qui s'y illustre. Donc, je ne sais pas si vous avez une petite idée de qui je parle. Je parle de Apulée. Voilà. Donc, c'est un écrivain, c'est un philosophe. Et c'est un grand orateur de l'époque. Il est connu bien évidemment pour son célèbre roman qui est intitulé L'âne d'or, d'accord? Et donc il est considéré comme l'un des rares textes les plus anciens qui nous sont parvenus jusqu'à présent. Voilà. Donc, il avait enseigné à Carthage et donc dans ses textes, il mêlait un petit peu toutes les sciences, un petit peu la philosophie, voilà, exactement. Plusieurs sciences en fait qu'on retrouvait dans exactement. Voilà, ce qui est significatif par rapport à ce personnage-là, c'est que justement, il a écrit un roman qui est considéré comme l'un des plus anciens textes de notre époque. Voilà. Appelé de Mador. Exactement. Voilà. Deuxième personnage, un petit peu plus tard, donc c'est aux alentours du XIVe siècle à peu près. Donc on retrouve Ibn Khaldun. Voilà. Donc qui est donc un auteur qui est très connu par Al-Muqaddima, voilà. Ibn Khaldun, sociologue. Exactement. Il avait donc il est considéré justement comme le fondateur ou le père de la pas de la philosophie, mais de la sociologie. Voilà, exactement. Donc pour lui, l'histoire n'était pas qu'une suite de dates,
mais une science vivante. Et justement, on doit l'interroger et on doit la comprendre. Donc c'est un penseur critique, un visionnaire, et qui est toujours d'actualité, bien évidemment, parce qu'on revient toujours à Muqaddimat Ibn Khaldoun, justement pour comprendre la philosophie. Et on avait très peur que ça tombe au bac. Exactement. Exactement. Voilà, on avait très peur de ce nom au bac, hein, parce qu'il fallait réussir sa dissertation. Tout à fait, exactement. Voilà. Alors, bon, pour Abdelhamid Ben Badis, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais je vais vous donner juste une citation, une célèbre citation de Abdelhamid Ben Badis qui disait justement « Un peuple qui lit est un peuple qui vit ». Voilà, bien évidemment, il l'a écrit en arabe, donc je l'ai traduite en français. Donc, c'est une citation, bien évidemment, qui veut dire énormément de choses et qui donne énormément d'importance à la lecture. Bien sûr, voilà. Savoir aussi. Alors, une personnalité également qui date justement des années, enfin, qui s'est illustrée dans les années 50, donc c'est Mouloud Feraoun. Donc, c'était avant tout un enseignant, donc un instituteur, et puis après, donc, il a commencé à écrire des livres. L'un des livres les plus anciens, les plus connus qu'il a écrit, donc c'est Le Fils du pauvre, voilà, où il raconte justement sa vie, ses difficultés, son enseignement, et puis voilà ses expériences de vie, et puis sa volonté justement à vouloir apprendre, à vouloir se construire par rapport au savoir, aux connaissances, etc. Ensuite, donc, on a également un penseur qui est donc un très grand penseur algérien qui est étudié dans les grandes universités du monde entier. Alors, il voulait comprendre pourquoi les civilisations justement s'effondraient, comment est la fabrique justement des civilisations. Vous avez peut-être une petite idée de qui je veux parler. Donc oui, on va laisser Zahra. Malik Ben Nabi. Exactement. Voilà. Donc c'est Malik. Pour changer, allez, parce que c'est elle qui nous a, qui a toutes les questions aujourd'hui et les réponses à toutes les questions. Tout à fait. Voilà. Réussi, test réussi. Bravo. Voilà. Donc pour lui, la colonisation, de façon générale, n'est pas uniquement un drame politique, mais c'est aussi donc le symptôme où justement il y a un problème sur le plan intellectuel. Donc il appelait les sociétés essentiellement les sociétés musulmanes à se reconstruire par la science, par l'éducation et par l'esprit critique. L'une de ses citations les plus célèbres, c'est « Un monde sans idées, disait-il, est un monde sans avenir ». Voilà. On retrouve donc également beaucoup de femmes. Donc, j'ai choisi l'une des femmes les plus connues dans notre société, puis c'est Assia Djebbar. Donc, comment ne pas parler d'elle, évidemment. Voilà. Donc, écrivaine, universitaire, première femme algérienne à avoir été à l'Académie française. Donc, à travers ses romans, elle enseigne le passé, mais aussi l'identité, les douleurs qu'on tue, n'est-ce pas, et les voix qu'on refuse d'entendre. Voilà. Donc, elle a donné énormément de voix et de paroles, surtout aux femmes algériennes. Voilà. Elle disait, dans sa célèbre citation, « Écrire, c'est crier sans bruit ». Disait-elle, donc, et ce cri-là, il enseigne bien des choses. Voilà, donc c'était quelques personnalités de notre terroir, de notre culture algérienne. Il y en a énormément, bien évidemment, mais voilà, j'en ai choisi quelques-unes par rapport justement au temps qui m'est imparti dans cette... ça. Voilà, après... Maintenant, quand on parle du 16 avril, on parle toujours donc de la relation justement de l'apprentissage, de la culture, surtout maintenant au XXIe siècle. Donc il y a les réseaux sociaux, il y a les écrans, voilà. Donc il y a beaucoup les jeux vidéo, exactement. Donc comment justement relier cet apprentissage-là avec, ou comment donner envie aux enfants justement de rester justement en contact avec le savoir, avec justement ces choses qui paraissent très très faciles à faire, n'est-ce pas? Alors, vous nous avez ramené aujourd'hui un bel exemple cet après-midi, voilà, qui justement, on est vraiment dans le thème. Voilà, qui justement va nous aider un petit peu à nous éloigner un petit peu des écrans, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est toujours un moyen de vouloir justement s'éloigner un petit peu des écrans, parce que c'est très très important de rester en contact avec le livre, avec la feuille de façon générale, le papier, voilà. Et voilà, c'est quelque chose qui est
qui donne justement à l'enfant et puis aux adultes, donc de façon générale, la capacité justement à avoir un esprit critique, à développer son imagination. À développer son... Ça, c'est très très important, Aussi, justement. bien sûr, Voilà, oui. l'imagination Oui, qu'on ne retrouve pas à travers les écrans. Exact. Voilà. Au contraire, Tout à fait. ça C'est ça. tuer. Voilà. C'est- C'est-à-dire, on crée cette pour nous fibre, quand on regarde les créative. écrans. Exactement. Par contre, quand on lit un livre, bah, chacun imagine son décor, sa scène. Et... Tout à fait. C'est vrai. Voilà. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure, donc le 16 avril, c'est donc en rapport avec, en hommage avec Abdelhamid Ben Badis. Donc, c'est par rapport à la date a été choisie par rapport à son décès. Oui. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, donc c'était le décès de Abdelhamid Ben Badis, mais c'était la naissance donc d'un héritage, n'est-ce pas? Exact. Parce que bon, quand on dit Abdelhamid Ben Badis, on dit donc la création des madrasas en Algérie, C'est vrai, la propagation du savoir, la lutte justement contre l'obscurantisme, etc. Donc c'est très très important de connaître Bien sûr. tous ces détails-là. Oui, ces Ah. éléments. Bien évidemment, quand on fait, vous parliez tout à l'heure de projets ou buhouth qu'on Oui. fait à l'école, alors c'est très très important justement de faire ça chaque année parce que c'est un rappel de la mémoire algérienne et c'est aussi un rappel aussi pour toujours mettre en avant justement Oui. le savoir et la volonté justement de persister ce savoir-là. Exact. Voilà. Très bien. Et puis, il y a un long métrage justement qui est consacré à Ibn Badis qui va être projeté aujourd'hui. Ça va permettre justement à plus grand nombre de personnes d'aller découvrir justement son histoire, sa vie. En tout cas, un très beau long métrage qui est prévu aujourd'hui. Voilà, sa projection aujourd'hui. Ben, merci Faisal. Avec plaisir. Merci pour le choix et d'avoir bien évidemment fait cette rubrique qui est en lien avec la journée d'aujourd'hui, Yawm al-Ilm, le 16 avril. On va continuer. Je pense que ça a fait plaisir à notre invité. Bien sûr, Voilà, parce de que faire un petit tous les tour. personnages qu'il a cités sont dans le jeu. Oui, très bien. Ah, bah, d'accord. Ça va vous nous donner des indices. Très bien. Donc, on va continuer et passer à Yasmina. Je pense que, voilà, pour éviter tout, Non, il y a voilà, pas de donc, tout imprévu cet après-midi. Donc, on va passer à une autre rubrique, hein, la rubrique de l'après-midi. Donc, rubrique architecture, déco, baptisée Inspiration Habitat. Et c'est juste après le jingle. Voilà, vous avez tout le temps. Les filles, et Yasmine, tu as tout le temps. Allez, c'est toi qui commence. D'accord, merci. Alors aujourd'hui, comme c'est le 16 avril et pour rendre hommage donc à ce jour et à Ibn Badis, j'ai choisi de parler d'architecture, d'un monument donc spirituel contemporain et j'ai nommé donc la Grande Mosquée d'Alger. D'accord. Wow. Alors pourquoi la Grande Mosquée d'Alger? Parce que c'est un mélange donc de culture algérienne, parce que en termes d'architecture, c'est vraiment un mélange. Ils ont vraiment, enfin, le bureau d'études concepteurs a vraiment su allier nos traditions. On retrouve le patio, on retrouve donc les caractéristiques des minarets, des constructions, des mosquées d'avant, mais aussi c'est un complexe culturel. Donc, pour rejoindre Faisal tout à l'heure, donc c'est justement c'est la troisième plus grande mosquée au monde après celle de Médine et de la Mecque. Et c'est le plus grand minaret au monde qui culmine à 265 mètres. Une merveille architecturale. Vraiment. Alors, j'ai choisi donc ce monument parce qu'il y a aussi des prouesses technologiques. Donc, il s'inscrit vraiment dans l'ère du temps. Exact. Donc, il y a un vrai système antisismique qui a été mis en place parce que, moi je le sais, mais en général, tout le monde sait que l'Algérie est un pays sismique. Voilà, donc ils ont vraiment su allier ingéniosité et décoration. Donc, dans la salle de prière qui est gigantesque, qui peut en fait abriter 120 000 fidèles, on a les poteaux en forme de champignons, donc c'est de grandes colonnes, alors qu'ils sont non seulement porteuses, mais aussi décoratives. Oui. Et on a une hauteur sous plafond très importante qui est de 34 mètres. On a le dôme qui est complètement, qui est magnifique, qui a 70 mètres de hauteur. Et puis on voit bien, en fait, on a des lumières d'ambiance. Et comme c'est très grand, eh bien, en fait, on se sent tout petit à l'intérieur. Donc ça invite vraiment à la méditation, la contemplation. Faut le faire.
Et c'est blanc en fait. Alors les poteaux sont blancs et avec beaucoup de, comme on avait peur que, enfin, ils avaient peur que l'espace soit sombre, donc ils ont vraiment joué avec des jeux de lumière et ils ont créé une ambiance vraiment très, que ce soit vraiment lumineux. Oui, et très chaleureux. Et pour donc reprendre sur le complexe culturel, donc dans le minaret, il y a des espaces d'exposition. Donc, on a des expositions d'art islamique. On a aussi un centre de recherche. Et tout à fait en haut, on a une esplanade. Voilà, ici, on peut voir sur ces photos donc les expositions. Belle galerie pour exposer. Pour exposer. La galerie, voilà. Non, ça c'est vraiment au niveau du minaret. D'accord. Donc, il y a plusieurs étages. Et donc, il y a des espaces d'exposition. Il y a aussi un musée d'art plastique, et puis on a pu voir des œuvres artistiques. Oui, il y a des œuvres qui sont exposées. Il y a des œuvres en lumière, exactement. Donc il y a aussi, voilà, il y a des tableaux aussi. La calligraphie. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a donc un musée aussi d'art islamique, un centre de recherche, toujours dans le minaret. Hein, donc c'est vraiment, voilà, le minaret. C'est sur un niveau c'est pour plusieurs étages. Plusieurs étages, d'accord. Et donc le minaret, comme par sa hauteur, il fait 265 mètres de haut. Le soir, il s'illumine, donc c'est Nour. Et voilà, donc il y a un centre aussi de recherche à l'intérieur. Donc vraiment, c'est la culture par étage et le savoir avec donc le centre de recherche. Et tout à fait en haut, donc on a l'esplanade où on peut admirer la vue donc panoramique. Oui. Ça va être une vue magnifique. C'est magnifique. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller visiter. On est en retard. Voilà. Et il y a aussi donc une bibliothèque qui peut avoir jusqu'à 1 million de livres. Et l'an dernier, la famille d'Ibn Badis a fait un don à la Grande Mosquée d'Alger avec 808 livres. Voilà la vue. Oui, la vue panoramique sur la baie magnifique. Ouais. Elle est magnifique. Ah oui, alors je vais rajouter un petit détail. La baie d'Alger est la 3e plus belle baie au monde. Oui. Voilà. Et donc on a une bibliothèque, on a aussi donc Dar al-Qur'an. Oui, donc tu disais qu'il y a des livres justement, des ouvrages qui ont été gracieusement donnés, offerts par la famille d'Ibn Badis l'an dernier, en 2024, le 16 avril 2024. D'accord. Et justement, est-ce que c'est une bibliothèque ouverte au public? Alors, cette information, je ne l'ai pas. D'accord. Voilà. Par contre, je sais que comme il y a un centre de recherche, il y a... Voilà, pour les chercheurs, pour... il y a des chercheurs, il y a aussi un internat. Il y a un internat. Donc, c'est-à-dire, il y a des parties qui seront sûrement exclusivement dédiées aux étudiants. Est-ce que la bibliothèque est ouverte au public? Je vais me renseigner. D'accord. Voilà. Mais elle peut... Peut-être qu'elle est ouverte au public puisqu'elle peut regrouper jusqu'à 2000 personnes. Donc, je pense qu'elle est ouverte au public. Pour ceux qui font des thèses, pour ceux qui font des exactement. recherches, Donc, c'est 2000 personnes. Je ne pense pas que ça soit dédié aux chercheurs. À ces personnes, bien évidemment. Et puis, il y a aussi donc, des auditoriums, médiathèques, vidéothèques. Donc, vraiment, c'est tout un complexe culturel. Et voilà, donc ici, on a... Très grande salle. Auditorium. Oui, une salle de conférence et qui peut être divisée en plusieurs parties. Et donc, c'est un vrai complexe culturel où on a vraiment essayé de faire, comment, je trouve pas mes mots, de tout mettre pour faire émerger, voilà, c'est ça, plusieurs thématiques, c'est-à-dire qu'on va là-bas, on va apprendre beaucoup de choses, ça c'est sûr. Oui, alors du point de vue architectural, on va apprendre beaucoup de choses. Il y a l'identité architecturale algérienne qui est mise en avant, parce que voilà, que ça soit même au niveau en fait des décorations, des sculptures, de la calligraphie et tout, c'est des artisans algériens qui ont participé à sa réalisation, donc ça met en avant le savoir-faire local. Et puis là, on retrouve les jardins comme on les voit aussi dans les anciennes maisons du Fas et tout, donc les jardins, avec, certains arbres fruitiers, on a aussi les espaces avec les fontaines, donc les colonnades, donc ils ont vraiment su reprendre cette art. Même par rapport à l'écologie, c'est un endroit qui, justement, qui a mis de la nature au final, parce que justement par rapport aux espaces verts, et aussi j'avais entendu parler des espèces de poteaux qui se trouvent à l'extérieur, qui font mine aussi d'accumulateurs d'eau. Quand
tombe. Oui, donc, pour la récupération. Pour la d'eau. récupération. Et il y a même, en fait, j'avais une photo, il y a les panneaux solaires aussi. Exactement. Au niveau du centre culturel, voilà. Ici. Ouais. Oui. Donc vraiment, c'est un joli... Très moderne, en tout cas des techniques. Très moderne, voilà. À la pointe de la technologie. C'est ça. Et pour les poteaux de la salle de prière, ils ont été construits en Allemagne spécifiquement pour l'Algérie. C'est-à-dire que ça n'existe pas ailleurs. Ils ont été conçus sur mesure, spécialement pour la grande mosquée d'Alger. Donc c'est vraiment un bel exemple d'ingéniosité et de tradition, de réinterprétation de tradition. C'est des visites guidées. Il y a des guides qui nous oui, il y a font alors c'est accessible à tout le monde, hein, même aux étrangers. Oui, bien sûr. Voilà, pour les pas touristes aux heures de aussi, prière, c'est-à-dire aux heures de prière, on va pas les horaires de prière. Voilà. Bah oui, pour les touristes qui sont là, c'est un lieu à visiter absolument. Et il plaît à tous les touristes. Ah bah, Je pense qu'il y a même un transport gratuit. En fait, il y a une navette qui transporte les visiteurs, surtout le vendredi. Oui. Et durant tout le mois de Ramadan, je sais qu'à l'heure de Tarawih, il y avait des bus qui emmenaient pratiquement. Voilà, pour les gens qui voulaient aller justement accomplir la prière de Tarawih ça, c'est à la très grande important mosquée. aussi de le signaler, c'est qu'il y a un grand parking. De 6000 places. Oui, c'est ça. Très bien. Bah, voilà. Une belle, en tout cas. Et puis aussi, j'ai remarqué un truc maintenant que Yasmine était en train de le dire, c'est que j'ai remarqué qu'en ce moment, on a de plus en plus de touristes étrangers. Souvent, c'est des personnes des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Il y a eu un couple américain qui était là en visite et puis il voulait aller visiter. En passant devant la mosquée, ils étaient intrigués, ils voulaient vraiment aller la visiter. Forcément. Et à l'entrée, en fait, on a remis un hijab à la dame et un qamis au monsieur. Donc, même pour les étrangers, même s'ils ne sont pas habillés, il y a ce qu'il faut, bien évidemment, pour qu'on soit et profiter en lien avec le lieu, on va dire. Oui. C'est très important. En tout cas, de belles visites, une visite à faire absolument, bien évidemment, n'est-ce pas, Yasmine, à conseiller aux téléspectateurs. Il devrait le faire avec Yasmine, elle va nous faire le guide. Oui, franchement, meilleur. Chantier, donc top, oui, elle sera top. Est-ce que notre invitée a eu le temps de faire la visite? Malheureusement, pas encore. Ah ben voilà. Vous venez avec nous, alors il faut le faire et avec Yasmine, je pense que ça va être une très belle visite. Merci, une belle sortie à la bonne heure. Vous joignez à nous? Bien sûr, avec super, allez, promis, on va la faire. En tout cas, on va continuer, on va parler bien évidemment de ce jeu de société que nous allons vous proposer cet après-midi. Une petite chanson et on revient. الكردوني والخضار عمي احمد وعمر زيد ومار ما لقيت حد بيطفي لهي النار اجروا ليا يا ناس اجروا ليا دردات القلب ولاد الخدود العكريه اجروا ليا يا ناس اجروا ليا دردات القلب ولاد الخدود العكريه اي ولي اي ولي ولي اي ولي يا الحري ولي اي ولي دريسة تاع البيت دارت الريحة واستكيت ضمت البابا نقضي الصباح لقيتو زعفان في وجهي صاح جيب الوالدين بالجمعة صباح ولازم في العين تبدا تجري صبحت بالكوستيم والباتيسري ونورد على كل الوان نشري كنا في الميعاد على البكري قال لنا باباها الشرط لويس الخدمة باينة شوية دوفيس وسكنة عندنا شرط عزيز اجروا ليا يا ناس اجروا ليا هدات القلب ولاد الخدود العقلية اجروا ليا يا ناس اجروا ليا هدات القلب ولاد الخدود العقلية اي ولي اي ولي ولي اي ولي يا الحري ولي اي ولي وانا رايح ولي يا الحري ولي كيفاش ندير شيخ دو بياس كويزين كيما قال المرحوم وين نديرك يا زين وانا فنان وعلى حاله مغلوب عندي جيطاره وقلب حنين وجيبي متقوب اصطمت المير في الدوسي وشويه شيتا قال لي لازم
تكون مزوج وانت وزهرك في الليستا، وخرجت من الدم وانا حالي مقهور، وليت القهوه والفوت وفي الحومه ندور، يا وعمر والزين ما يبني القصور، وانا نجري ونبكي على صاري قلبي مضرور. اجروا لي يا ناس اجروا لي، هدات القلب ولات الخدود العكريه، اجروا لي يا ناس اجروا لي، هدات القلب ولات الخدود العكريه، اجروا لي يا ناس اجروا لي، هدات القلب ولات الخدود العكريه. Voilà, et on continue. On parlait tout à l'heure justement de jeux de société. Yasmine, est-ce que tu as le temps d'en faire justement à la maison? Mais moi j'adore, même mon fils en fait, il me réclame souvent des moments déconnectés des écrans. Ah bah c'est donc bien ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je vais aller l'acheter. Si c'est lui qui réclame, oui, c'est encore mieux. Oui, oui. Tu as de la chance. Hein. Faisal, tu as le temps de faire. En ce moment, non, mais j'adore les jeux de société. D'ailleurs, j'en ai commandé un. Voilà, voilà. Très bien. Wahida, bon, elle est encore petite. Non, mais moi je le fais énormément avec voilà, mais on peut le faire avec des amis. Non, sa fille, mais je le fais avec des amis. Voilà, entre amis. D'ailleurs, je salue mon ami Reda, je suis sûre qu'il va regarder. C'est lui qui nous organise tout le temps des quiz, mais cette fois-ci, je vais l'épargner. Je vais moi aussi commander une boîte comme ça. D'accord, très bien. Est-ce que vous connaissiez ce jeu? Wahida, oui, je pense qu'on en a déjà parlé. On en a parlé. Voilà. Alors, Shkoun Ana. Comment vous est venue cette idée, alors, chère Zahra? Shkoun Ana, c'est venu du fait qu'il y a un manque énorme de jeux de société en Algérie et sur la thématique algérienne. On a eu Kelima, Icosium. Malheureusement, c'est des projets qui se sont trop vite arrêtés. Et au bout d'un moment, on a fait le tour des questions. Donc, du coup, je voulais pallier à ce manque justement en jeux de société. J'avais envie d'un nouveau projet. Alors, les jeux de société, ce n'est pas du, enfin, la culture, c'est pas du tout mon domaine de base. Du moins, créer des jeux de société. Du moins, créer des jeux de société. C'était pas votre spécialité. Pas du tout, pas du tout. En bonne Mozambique, je suis commerçante, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, du coup, c'était le wahi. Mais vraiment, je voulais un nouveau projet. Avec Youm ça va. Vraiment, bon, après, j'adore la culture générale, j'adore jouer aux jeux de société. Je passe mon temps à défier mon père parce qu'il est incollable. Et du coup, je me suis dit, mais fallait le coller en fait. Ah ouais, non, mais c'est impossible. J'ai essayé plusieurs fois. Mon père, il est incollable. Voilà, bon, j'espère pas lui porter l'œil, mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'amener cette aventure à un niveau beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Voilà, donc, m'est venue l'idée d'un jeu de société, mais je ne savais pas comment exactement le faire. Il allait, exactement, parce comment il allait se faire. Comment il allait se faire, dans le sens où c'est quand même compliqué de rechercher, de trouver des questions. Responsabilité aussi. Très grosse responsabilité. Surtout quand on voit justement les thèmes auxquels vous êtes attaqués, oui, ça reste une grande responsabilité. Et on a une culture algérienne qui est tellement vaste que au moment de choisir les personnages, je ne savais vraiment pas comment réduire la liste de personnages parce qu'on a énormément de personnalités algériennes. Bien sûr, surtout que le jeu est intergénérationnel, donc du coup, j'ai essayé de couvrir plusieurs siècles d'histoire et ce n'est pas évident du tout. Donc il a fallu raccourcir parce que sinon ça aurait fait une boîte avec 2 cartes à l'intérieur. Mais du coup, j'ai réussi à revenir sur 200 personnages. Donc, il y a 150 personnages algériens et 50 personnages qui sont internationaux, mais la plupart sont reliés au monde arabe. Voilà. Donc, on est sur 4 thématiques, donc art et divertissement, voilà, politique, littérature et sport. Donc, généralement, c'est ce dont les Algériens... C'est des thèmes très communs chez les Algériens, surtout le sport. Et le vrai défi, c'était essayer de trouver d'autres catégories, en fait. C'est d'essayer de réunir tout le monde. C'est vrai que le foot, c'est très important en Algérie. Mais on a beaucoup de boxeurs, on a du basket, on a du tennis. Et ce jeu m'a permis de découvrir des informations dont je ne me doutais même pas. Donc ça a été déjà pour moi un complément de culture, une découverte qui était géniale. Donc c'était un an de travail, un an de recherche, de rédaction. Un an de travail. Toute seule ou votre papa, rassurez-moi? Alors, papa, ça a été le cobaye, c'était test. Après, crash test. Crash test. Maman aussi. En fait, chacun est doué dans son domaine. Maman, très littérature, et c'est grâce à elle que j'ai ce goût pour les livres, justement, et la lecture. Chez nous, les écrans, c'était
interdit quand on était plus jeune. Ouais. Et c'est pas plus mal. Et c'était, mais on avait l'obligation d'avoir un livre entre les mains. Voilà. Ce qui n'est pas plus mal, exactement. Exact. Donc, du coup, ça a été les cobayes pour le jeu, mais après la rédaction, la recherche, j'ai eu, enfin, c'était beaucoup de livres, beaucoup de lectures, beaucoup d'archives de presse aussi. J'ai eu de l'aide pour la correction du jeu, donc plusieurs professeurs et aussi donc ma famille, Farah Kechalu qui est mon bras droit, et c'était beaucoup de relectures, mais après la rédaction, je l'ai faite en entier. D'accord. Et donc, dès le départ, l'idée était là, c'est de trouver des personnages, répertorier un petit peu des personnalités algériennes, internationales, un petit peu, c'était ça. C'était clair dans votre tête. C'était clair dans ma tête, c'était quelque chose qui n'a pas encore été fait en Algérie. Après, je n'ai rien inventé, le concept existe déjà à l'étranger, je n'ai fait que l'adapter. Justement, la différence, c'est un jeu algérien, fait par une Algérienne, voilà. Donc, c'est ce qui fait la différence. Le contenu aussi, le contenu des personnalités, bien évidemment, des personnes algériennes qu'on connaît, revenir sur leur parcours. Alors, combien de questions en tout? 200. 200. Ah, il y a de quoi faire. Hein. Oui. Donc, 200 questions. Et je voulais juste préciser aussi que le petit personnage d'El Recheche, il y a aussi tout le travail qui a été fait en termes de graphisme sur la boîte. Il y a l'arrière de la boîte aussi, a été dessiné par un brillant artiste algérien qui s'appelle Abdelrani Bold, qui est calligraphe de base. Voilà. C'est vrai que le dessin, il est aussi très algérien. C'est très algérien. C'est le petit filou. Voilà, exactement. Donc, c'est Le Recheche. Il a beau nous jouer des mauvais tours, il a quelque chose d'attachant. Voilà, il y a quelque chose de très attachant. Triché en fait tout à l'heure. Exactement. Voilà, ça doit être sûrement ça. Et même le travail qui a été fait au dos de la boîte, du coup on a les règles du jeu et tout. Ça a été fait par Abdelrani Bold et je salue son travail. C'est un artiste brillant qui est issu de l'école des Beaux-Arts, bien sûr. Voilà, mais c'était important de le préciser et tout ce qui est choix des couleurs et tout a été fait avec lui, par lui. Mais on voulait rester sur la thématique algérienne. Et je ne sais pas si on peut bien voir sur la boîte. Là, on voit très bien. Donc là, on a au milieu donc, tout ce qui est la Casbah. Donc au-dessus, on a les montagnes. Et en bas à droite, on a le désert. Donc si vous voulez, toute l'Algérie dans sa diversité a été représentée. Une petite boîte comme ça, c'est vrai qu'on arrive. Elle a son identité déjà. On reconnaît son identité, algérienne. Voilà. C'est ça. Magnifique, donc on peut jouer le nombre illimité. Illimité, exactement. On peut être en groupe, si on veut se sentir. On peut être 200. Tout à fait, on peut être 200. Voilà. Mais en groupe, c'est sympa aussi parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui a la réponse à la question dans le groupe ou qui palliera en fait peut-être le manque dans une catégorie de. Alors, tout simple, petite boîte, pas encombrante, qu'on peut la mettre dans le sac, l'emporter avec nous. On va à la plage, on va. Oui, et puis même. Pour les trajets et tout, parce que souvent, surtout quand on fait des trajets avec des enfants, ils s'ennuient assez rapidement. C'est vrai. Ils peuvent jouer. Hop, voilà, rouge et vert. Donc, deux couleurs. Quatre. Donc, pour différencier les 4 différentes catégories. D'accord. Après, c'est pas forcément mentionné, c'est un parti pris. C'est pour que les gens ne trichent pas en choisissant à chaque fois la même thématique. D'accord. Voilà, pour faire le tour de toutes les thématiques. Exactement. Donc, allez, je vais prendre une au hasard. Bon, je vais voir le vert. Hein. Allez. Alors, ma question, par qui je vais commencer? Allez, je vous donne le choix. Wahida ou Faisal? Allez, la question. Honneur aux dames. Allez, honneur aux dames. Wahida. Bon, on va voir. Donc, pour voir vraiment comment ça marche, pour ceux qui nous regardent. De mon vrai nom, Semia Benhamer. Je suis une écrivaine algérienne née en 1950 à Qasr el-Boukhari. Je pense que ça va. Ça, c'est déjà. Il continue. Je continue. Tu allais buzzer avant. Écoute, Lilia, j'ai peur de dire. D'accord, pour être sûre. Voilà. Allez. Mes romans explorent la condition féminine, les tensions sociales et les réalités de la société algérienne. Parmi mes œuvres les plus remarquées, on trouve Au commencement était la mer ou encore Bleu, blanc, vert, publié en 2006. Allez, mais il s'appelle Bravo. Ah, cool. Alors, il faut savoir qu'elle vient de gagner 3 points. Ah, 3 points. Ah oui, parce qu'on a été jusqu'à la fin. Alors, non, c'est pas exactement ça. C'est que si la personne répond spontanément, elle gagne 3 points. Si la personne décide d'avoir recours aux suggestions qui sont en bas de la carte et qu'elle répondra à sa suggestion, c'est un seul point. D'accord. Et par rapport à la question, si on s'arrête vraiment au début, par exemple, avec alors, un seul indice, bon, non, c'est vrai ça ne change pas. Les 3 prénoms. Voilà, ça c'est...
Nous, les Algériens, c'est à nous de créer nos propres règles. Je pense après, Oui, c'est ça vrai que diffère chacun des peut points. adapter comme il veut. Voilà. C'est vrai que en fait, le premier qui arrive à 50 points est censé avoir gagné la partie. D'accord. Mais après, libre à chacun de faire comme il veut. Allez, Faisal, pour ne pas faire de jaloux. Hein. Bon, allez, on verra. C'est la question numéro 30, Faisal. Là. Ok. Alors, je suis un penseur algérien d'inspiration islamiste né à Constantine en 1905. Je m'arrête ou je continue? Je peux donner la réponse. Oui. Vous parlez de Malik Ben Nabi. Oui, il est trop fort. Ah, il en a parlé tout à l'heure. Là, moi, je lui donne 10 points. Allez, je suis gentille. C'est pas... Vous serez d'accord? Je suis d'accord. Franchement, première phrase. Bon, mais c'est vrai que les indices étaient vraiment. Oui, voilà. Allez, on finit avec Yasmine. Bon, je pense pas que c'est architecture. C'est pas Mais grave. alors, c'est la question numéro 9. 09. Bon, ils n'étaient pas dans l'ordre. Hein. Ok. On ne triche pas. La boîte est arrivée comme ça. Né en 1808 dans la région de Mascara. Je suis, ça va avec le 16, je pense. Hein. Je suis un érudit savant musulman et soufi. Je me retrouve de façon inattendue à mener une campagne militaire pour la lutte contre la conquête de l'Algérie. Ma capacité à combiner autorité religieuse et politique m'ont conduit à être acclamé prince parmi les saints et saint parmi les princes. L'émir Abdelkader. Voilà. Bravo. Cool. Bravo. Mon équipe, une équipe qui gagne. Voilà. À la bonne. Oui, oh là là. Sinon, ça ne va pas le faire. sinon, ça va Allez, pas le faire. on va voir. Alors, né à Alger en 1988, je suis un footballeur international algérien. Ah, là, on passe au sport. Vous avez vu de la littérature et tout, on passe au sport. 88. 88. Il est jeune. Il est jeune. Donc, c'est cette nouvelle, je pense, cette jeune génération. Évoluant au poste d'attaquant. Après mes débuts à la JSM Chiraga, puis au CRB Louis Ded, je rejoins. Chiraga, déjà, ça me parle. Oui, continue, allez, allez. Alors, je rejoins en 2013 le Sporting Portugal. Oui. Je continue. Oui, là, je le sais. On continue juste pour que les téléspectateurs. Là, je connais la réponse. Hein. Je suis transférée en 2016 à Leicester City pour un montant record de 31 millions d'euros. Je totalise en équipe nationale plus de 100 sélections, ce qui fait de moi le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs sous le maillot des Verts. Khalifa, tu as reconnu? Il rajoute meilleur buteur de la sélection. Slimane Slimani. C'est ça? Islam Slimani. Islam Slimani. Bravo. Voilà. Slimani en tout cas. Et ben voilà. Donc du sport, on passe à la littérature, à l'Emir Abdelkader. Franchement, les questions sont très bien et puis c'est facile à trouver. C'est-à-dire, on dirait qu'elle nous facilite. Ça a été plus difficile pour moi, quoi. Exactement. J'imagine de tout préparer. Donc c'est un jeu qui est disponible, qu'on retrouve, qu'on peut acheter. Acheter, on a différents points de vente. Donc on a des cafés littéraires et des librairies aussi, et tout est mentionné dans l'Instagram de la recherche. Voilà. D'accord. Et vous avez aussi participé à une exposition qui a mis en avant ce jeu. C'était une excellente expérience parce que je ne savais pas que le monde des mangas était aussi apprécié en Algérie. Voilà. Oui, de plus en plus. Mais vraiment beaucoup. Et c'était vraiment toute génération confondue. Donc c'était très sympa à voir. Et j'ai adoré parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus jouer directement sur le stand, qui n'étaient pas forcément très très francophones, mais qui se sont vraiment prêtés au jeu. Et il y en avait toujours un qui était plus à l'aise, qui posait les questions en derja à ses amis et tout. Et je les ai vus s'amuser ensemble. Des papas qui ont rejoint l'aventure, des grands-parents aussi. Oui, donc intergénérationnel. Exactement. Et en fait, ce qui était génial, c'est de voir, ah oui, c'est super, on va lâcher les téléphones, acheter le jeu et aller jouer avec nos parents, nos grands-parents. Donc, et c'était le but du jeu, c'était réunir toute la famille. Ce jeu a, je sais pas, un truc particulier, n'est-ce pas? Il donne envie. On a envie d'y jouer, de partager avec les enfants, avec les parents. Je pense que tout a été aussi bien pris. Oui, franchement. Ludique, voilà, on peut l'emporter partout. Le graphisme est attirant. Voilà. Ça vous arrive de voir des jeux et de ne pas avoir envie de les jouer? Ça nous arrive, franchement, c'est pas le cas de ce jeu. Merci. C'est pas le cas de Shpounana. Oui, Faisal. Justement, on pourrait même jouer à une sorte de question pour un champion, voilà, où justement, comme l'a dit Wahida, chacun impose ses règles. Et puis voilà, donc c'est ça, limiter la durée. La durée, exactement. Dans le temps. On peut le modifier un petit peu, tout en gardant la base, bien évidemment, les questions. En tout cas, très belle initiative. Donc, on
peut acquérir on peut l'acheter disponible, librairie. Dans différentes librairies et tout. Tout est mentionné sur les réseaux sociaux du jeu. Voilà. Très bien. Et d'autres projets dans ce sens? Alors, est-ce que ça n'a pas réveillé quelque chose en vous? Ah si, ça a éveillé quelque chose en moi parce que super bien. Wahida, on en avait parlé là, dans les rubriques de Wahida, ici dans l'émission. Alors déjà, ça m'a donné envie d'en savoir beaucoup plus. Voilà, sur mon pays, notre culture et sur les personnages historiques algériens. Donc on n'a jamais envie d'apprendre, il n'y a pas d'âge pour apprendre surtout. Donc c'est vrai que j'ai très envie de faire une deuxième partie. Oui. Après c'est beaucoup de temps, d'investissement aussi, mais j'y pense déjà. J'y pense déjà, en espérant qu'il y a des personnes qui vont se manifester et dire « Ah, nous aussi, on veut être dans le jeu et on a des idées aussi, parce que toute idée est bonne à prendre. » On parlait de physique tout à l'heure, de recherche et tout. Donc, voilà, la culture algérienne ne se cantonne pas au sport ou à la politique et tout. Dans tous les domaines, on peut trouver des personnes qui ont marqué leur empreinte. Donc, si quelqu'un a des suggestions, n'hésitez pas. Mais c'est une idée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas. Un tome 2 ou voilà, un autre jeu. En tout cas, merci de l'avoir partagé avec nous cet après-midi. On va continuer, ce n'est pas fini. Hein. On va aller vers justement parler de recherche et de science et tout. On va aller vers la rubrique de Wahida qui est aussi adaptée à la date du 16 avril. Allez, jingle. Alors, comme aujourd'hui c'est la journée du savoir, il y a quelques semaines, je vous ai partagé une très belle photo de la planète Mars, si vous vous rappelez, dans ma rubrique Le saviez-vous. Quel était le rapport avec la planète Mars et l'Algérie? Allez, qui s'en rappelle? Le chercheur. Exactement. C'était les deux noms qu'on a attribué à la planète Mars. Donc, et derrière cette initiative, bien sûr, il s'agit d'un savant, un chercheur algérien qui est timide et très discret d'ailleurs. Je pense qu'avant ça, on n'a pas beaucoup entendu parler de lui. Je me suis depuis la dernière fois, je me suis un peu penchée sur le profil de Monsieur Nordine Melikchi. Voilà, donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler de ce savant qui a beaucoup apporté. On sait ce qu'il fait, mais peut-être on ne sait pas comment il a commencé, où il a fait ses études, quelle étude il a fait. Donc il faut savoir que Nordine Melikchi est un enfant de Nedaouma, petite ville paisible à l'ouest algérien, devenu l'un des esprits les plus brillants de la science moderne. Chose qu'on ignorait. Donc, il faut savoir que très tôt, il a été passionné par les étoiles. Mesdames, donc si vous nous regardez, si vous avez vos enfants, ils ont des passions, ils adorent les étoiles, il faut les encourager parce qu'un jour, ils peuvent devenir des chercheurs et des physiciens, pourquoi pas. Donc, il poursuit des études en physique à Alger, aux universités d'Alger. Ensuite, il s'est envolé vers l'Angleterre, puis les États-Unis, pour finir et continuer ses recherches et ses études. Une fois à l'étranger, il ne s'est pas contenté de rêver. Voilà, il est là. Il ne s'est pas contenté de rêver de l'espace. Il s'est dit, je dois participer à explorer l'espace. Tout simplement, il est membre de la mission Curiosity de la NASA. Donc, il fait partie de l'équipe de la NASA. Il travaille en tant qu'analyste. Il fait des recherches, analyste des roches martiennes. Il faut savoir qu'il a des technologies, il a inventé des technologies avancées. Il s'agit des lasers qu'on envoie sur la planète Mars pour explorer l'espace. Et il explore les roches. D'ailleurs, récemment, ils ont découvert un petit espace qui est identique au désert algérien, d'où les deux appellations qu'on a attribuées à la planète Mars. D'ailleurs, c'est grâce à lui, parce qu'il est algérien et il veut exporter cette partie de l'Algérie. Voilà. Et puis, si vous avez remarqué ces derniers jours, on voit de plus en plus ces photos qui se partagent sur tous les réseaux sociaux. On met la planète Mars et juste à côté, on met le désert algérien. Voilà. Et puis, les gens, ils sont intrigués de voir la ressemblance et de voir la beauté du désert algérien. Voilà. Et puis... qui a pu aussi être découvert dans le monde entier. Exactement. Ça. Exactement. Donc, c'est grâce à Nordine Melikchi que les gens s'intéressent au désert algérien et ça a donné un coup de boost et on voit de plus en plus de personnes qui viennent visiter le désert algérien. Donc, en plus d'être simple et humble, si on peut dire ça comme ça, il adore tout ce qui concerne la planète. Discret aussi. Hein, très discret. Ces personnes sont discrètes et elles font de grandes choses. Oui, donc il fait tout pour garder dans son cœur la chaleur du pays en l'exportant, en essayant à chaque fois de rajouter dans ses recherches. Il faut savoir qu'il est aussi chercheur, donc il fait beaucoup de recherches concernant le cancer. Donc il a des avancées, des technologies, il propose des technologies pour que ça soit pour des soins, ou tout simplement
vraiment essayer d'apporter des outils pour les soins aussi. Il faut savoir aussi que Nordin Melikchi, ce n'est pas seulement un scientifique, il est profondément attaché à l'éducation algérienne, puisqu'il a fait ses études ici en Algérie, ses études universitaires, il les a fait ici en Algérie. Donc c'est un homme qui est profondément attaché à l'éducation, à la jeunesse algérienne, mais aussi il inspire beaucoup de jeunes. Donc à chaque fois, il essaie de dire que chaque enfant, qu'il soit de Nadaouma, de Gardaya ou Tizi Ouzou, il a cette chance de briller un jour, d'aller explorer les étoiles. Et à chaque fois, lors de ses interviews, pour lui, c'est important de donner la bonne éducation aux enfants, peu importe où ils sont, surtout les enfants algériens. Il faut vraiment les motiver, leur donner les outils qu'il faut. La preuve, lui, il a fait ses études ici en Algérie. Il devient un grand chercheur, un savant. Il est qualifié parmi les savants qui sont à la NASA. Je pense qu'on devrait qu'être fiers de ce profil et voilà, tirer exemple de lui. Ouais. Bon, il est joignable sur ses réseaux sociaux, donc allez-y lui écrire. On peut lui écrire, bien sûr. Témoigner notre fierté. Voilà pourquoi. Inspirant. Oui, exactement. Et il rappelle sans cesse, vu qu'on parle de en fait, ce qui est intriguant, ce qui est marquant chez Nordin Melikchi, c'est qu'à chaque fois, dès qu'il a l'occasion, il rappelle sans cesse que la connaissance est une lumière et que la science n'a de sens que si elle est sur l'humanité. Donc c'est bien de faire ces recherches, il faut que ça soit sur l'humanité. Voilà. Donc, j'ai voulu vraiment mettre en lumière le profil de Nordin Melikchi qui est en train de nous honorer, d'honorer l'Algérie. Et quoi de mieux, justement, de le faire un 16 avril. Il y a des chercheurs dans le jeu, des personnalités malheureusement scientifiques. Alors, scientifiques... voilà, déjà là, ça vous donne des idées pour... Ça me donne beaucoup d'idées. Plus scientifiques, enfin, scientifiques peut-être pas, mais on a des personnes qui, en plus de leur parcours peut-être littéraire et tout, ont eu justement du travail de recherche, comme Ibn Badis et tout ça, de recherche et tout, de sciences. Après, on a différentes sciences et tout, mais c'est plus les sciences économiques, les sciences politiques et tout, mais bon, c'est des chercheurs aussi. Exact, qui ont eu des prix aussi, hein, beaucoup ont eu des prix, voilà, Nobel ou autres. Exactement. Très bien. Et donc, est-ce que par exemple, c'est un jeu qu'on peut proposer dans des écoles? Ça pourrait aussi être très intéressant. Bien. Hein. Je pense que pour réviser notamment le bac, en termes de sur le volet politique, il est assez complet, voilà, donc c'est vraiment en rapport avec le programme algérien. Après, je pense que c'est bon d'avoir des activités extrascolaires, mais au sein de l'école. Ça renforce les classes, ça renforce la cohésion, aussi bien les adultes que les enfants. Donc du coup, c'est vrai que ce serait sympa de le proposer au niveau des écoles. Et puis aussi, là, on propose un jeu vidéo, pardon, oula, parce que justement, mes idées m'ont dépassé. Donc on propose un jeu de société qu'on peut jouer en famille, entre amis, avec les enfants, mais on peut pallier... un danger, il faut le dire, hein, qui est les écrans, les téléphones, les enfants sont accros. Les réseaux sociaux. Et donc, il y a vraiment aussi toute une dynamique derrière, hein, un simple jeu de société, n'est-ce pas Ça nous occupe longtemps, ça nous occupe en famille ou entre amis. Et effectivement, il y a un danger maintenant qui est les réseaux sociaux. Tous les jours, on voit de plus en plus de trends, de défis, surtout concernant les collégiens qui sont très influençables et ça fait carrément peur parce que c'est... Il y a des sujets qui représentent des dangers mortels, carrément. Et du coup, en fait, même si le jeu peut être proposé peut-être à partir de 12-13 ans, je pense que c'est vraiment l'âge approprié. À l'aise. Au-delà de ça, moi, j'encourage les parents à donner des livres aux enfants et leur donner cet amour de la lecture qu'on nous a transmis à nous aussi en étant plus jeunes. C'est très important. Ça, malheureusement, ça se... les bases de l'éducation. Exactement. Ça se perd et c'est aux parents de transmettre ça. Déjà, je ne trouve pas l'utilité d'avoir un téléphone à 12-13 ans. Pour moi, c'est encore beaucoup trop jeune. On a passé notre adolescence sans téléphone. On est bien sorti. On s'en est très bien sorti. Et c'était mieux carrément parce que on sortait, on jouait avec les voisins, on discutait. Vrai, les jeux aussi. Il y avait ce lien. On était créatifs. Exactement. Et on était créatifs. Voilà, on trouvait toujours. Maintenant, ils sont plus du tout créatifs cette génération. Et ça commence de plus en plus jeune. Je m'ennuie. C'est vrai. Oui, mais c'est en s'ennuyant qu'on devient créatif. Même ils ne sortent pas. Ils sortent pas jouer dehors. Oui, à la maison. Ils sont à la maison et tout. Non, je veux regarder la télé, le téléphone. Et puis maintenant, on ne pousse pas justement l'enfant à réfléchir. Parce que dès qu'il a une question en tête ou dès qu'il a un travail à faire, directement, il va voir ChatGPT. Exactement. Voilà. Et le travail est fait.
Et donc, ils se sont habitués à être feignants. Exactement, c'est ça. Voilà. Voilà. On parlait justement tout à l'heure, pardon Lilia, alors dans certaines écoles maintenant on travaille sur ce qu'on appelle l'enseignement actif. Et l'enseignement actif justement, ça consiste en quoi? Ça consiste justement à faire sortir de l'élève de l'enseignement classique où il est justement dans une classe, assis sur une chaise, etc., à recevoir la connaissance. Oui, des informations, retenir la moitié et encore. Exactement. Donc on fait sortir l'élève de la classe et on le met dans un espace où il va justement acquérir cette connaissance en rapport avec, bon, si par exemple il a en français une production orale à faire, donc il va être par exemple dans une pièce où il y a par exemple une estrade pour le théâtre et il va faire justement des jeux de rôle par rapport justement à une mise en scène par exemple, où justement il va travailler sa production orale. Voilà. La même chose par exemple, la dernière fois je parlais avec un enseignant de maths où il a fait justement son travail de donc le misaha ou le muhit en faisant sortir ses élèves dans la cour où il leur a expliqué c'est quoi voilà le misaha, c'est quoi le muhit, comment on calcule tout ça, etc. C'est-à-dire même on retient mieux en fait. Voilà, même en changeant les méthodes, ça peut mieux marcher et il faut y penser. Exactement, il faut y penser. Et justement, Faisal, j'imagine que vous, vu que vous êtes dans l'enseignement, vous encouragez, vous donnez des conseils pour la lecture, n'est-ce pas? Bien sûr, bien évidemment. Alors moi, ce que je dis aux enseignants qui enseignent, avec qui je suis en collaboration, et puis mes étudiants à l'université, si vous voulez apprendre une langue, peu importe la langue, parce que vous avez les 4 compétences. Vous avez la compréhension écrite et orale et la production écrite et orale. Et on ne peut pas passer à la production tant qu'on n'a pas la compréhension. Donc pour pouvoir écrire, il faut d'abord lire. Et pour pouvoir parler, il faut d'abord écouter. Donc on devrait d'abord écouter et puis après on va imiter bien évidemment. On doit commencer par l'imitation et puis après on va justement vers l'innovation, la création, etc. Voilà. Donc conseil en tout cas. J'aurais aimé vous avoir comme prof, n'est-ce pas? Alors je vais rebondir un peu bien. Sur donc on finit. Si tu peux me permettre. Oui. On peut aussi justement pour motiver les enfants et les adultes aussi créer un petit coin lecture à la maison. Donc, bien sûr. Voilà. Alors moi prochaine rubrique Yasmine. D'accord. Parce que sinon ils vont nous couper. Très bien. Donc on finit avec qui suis-je? Belle expérience. Un dernier mot. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Encouragez vos enfants à lire. C'est le plus important, je pense, et transmettez-leur le goût de la lecture et l'histoire de l'Algérie. Très bien. Et justement, plein d'histoires à l'intérieur du jeu qu'on vous propose cet après-midi. Qui suis-je? Merci les filles, merci Faisal, merci beaucoup Zahra Amimoussa, c'était un plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine, toujours à la bonne heure. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Au revoir. شكرا أستاذي يا ولد بلادي